Le monde a changé dans le courant des années 70. C'est en effet le moment où, dans les pays avancés, les entreprises ont sérieusement commencé à s'informatiser, tandis que la Chine sortait de la crise qui a caractérisé le règne de Mao Tse-tung. Restons un instant sur l'informatisation. Elle a fait émerger ce que Bertrand Gilles a nommé le système technique contemporain, qui s'appuie sur la synergie entre la microélectronique, le logiciel et les réseaux, ou si on veut l'Internet. Ce système technique a fait suite au système technique moderne qui s'appuyait, lui, sur la synergie entre la mécanique, la chimie et l'électricité, et qui lui-même avait fait suite au système technique classique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bertrand Gilles a montré dans son Histoire des techniques comment un système technique se développe. Le démarrage est toujours lent, parce que les structures institutionnelles héritées du passé, et les habitudes aussi, ne sont pas favorables. Une fois que les institutions se sont adaptées, le nouveau système technique procure une croissance économique rapide. Puis l'économie plafonne lorsque toutes ses potentialités ont été épuisées. Et alors la société entre en crise. Cette crise facilite la liquidation des institutions en place et favorise l'émergence d'innovations qui, dans une période plus calme, auraient été étouffées. Alors les temps sont mûrs pour l'arrivée d'un nouveau système technique et ainsi ils se succèdent les uns aux autres, naissant de la crise initiale et provoquant d'autres crises pendant leur déploiement. On me pardonnera ce schématisme car le modèle de Bertrand Gilles mériterait un commentaire beaucoup plus détaillé mais qui ne serait pas de mise ici. Ce schéma simplifié et même simpliste nous sera utile pour interpréter la situation présente et après tout, c'est tout ce que l'on demande à un schéma. La crise initiale, celle qui a fait surgir le système technique contemporain, a été déclenchée par deux événements. Le phénomène social de la fin des années 60, qui a contrarié les perspectives des entreprises, et puis, deuxième choc, la crise pétrolière du milieu des années 70. Cette double crise a éveillé dans les entreprises un besoin d'innovation. Or, justement, l'informatique se trouvait à ce moment-là prête et représentait un trésor, un réservoir d'invention qui était utilisable pour innover. Le déploiement du système technique contemporain a été naturellement d'abord difficile, puis il s'est accéléré, non sans déclencher d'autres crises, en provoquant l'obsolescence des institutions et des habitudes. Il n'est pas innocent, en effet, d'enlever le tapis et de dérober le sol sous les institutions existantes. Ça les déconcerte, et ça déconcerte également les personnes qui ne savent plus où en sont leurs repères. Ce nouveau système technique a transformé la façon dont les entreprises produisent, ou, comme disent les économistes dans leur jargon, leur fonction de production. Et quand on touche à la fonction de production, on modifie toutes les conditions de l'équilibre économique. On modifie bien sûr les coûts de production, on modifie la nature des produits, les effets de la concurrence, l'expression des besoins et la demande des consommateurs enfin. L'une des conséquences de ce système technique contemporain a été la suppression de la distance géographique. On voit bien que sur l'Internet, deux ordinateurs communiquent de la même façon, quelle que soit leur localisation sur la Terre. La géographie est supprimée. Et cette ubiquité du système technique contemporain s'est même étendue aux biens physiques. L'automatisation de la logistique des containers a rendu négligeable le coût du transport, du moins pour les biens non pondéreux. Dès lors, la mondialisation devenait naturelle. Le marché mondial s'unifiait pour s'offrir à ceux qui voulaient le prendre. Il se trouve d'ailleurs que les produits avaient changé de nature. Dans le système technique moderne, celui de la mécanique, on produisait en quantité des biens standardisés. Le système technique contemporain, lui, élabore des produits diversifiés, adaptés chacun à un segment de marché et composés d'un assemblage de biens et de services. Il en est résulté une dévalorisation massive du capital en place, une obsolescence rapide des équipements et des installations qu'avait légué le système technique moderne. Mais les pays pauvres s'offraient pour les accueillir, avec leurs bas salaires, avec leurs réservoirs de population rurale frugale et dure au travail. Ils pouvaient faire baisser les coûts de production et donner ainsi un surcroît de durée de vie à des techniques qui, dans les pays où le STC se déployait, je dis STC pour système technique contemporain, ça va sans dire,
devenaient obsolètes. Pour peu que les conditions politiques et culturelles soient favorables, ces pays pauvres pouvaient devenir des pays émergents en accueillant les industries dont les pays avancés ne voulaient plus. Il sera utile de parcourir ici encore un tout petit modèle très simpliste, encore une fois, mais éclairant justement par sa simplicité. Au XVIIe siècle, les pays les plus avancés du monde relèvent tous du système technique classique, toujours selon Bertrand Gilles. L'essentiel de la richesse est d'origine agricole, les rares machines, aussi ingénieuses qu'elles soient, sont en bois et donc fragiles et imprécises, et le travail est le facteur de production de loin le plus important. On peut dire en schématisant que c'est le seul facteur de production. La Chine est alors le pays le plus riche, le plus civilisé. Il a fait l'admiration des missionnaires jésuites. Le paysan chinois était plus à l'aise que le paysan français. Eh bien, au XIXe siècle, et sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, le système technique moderne émerge en Europe. Il crée une économie à deux facteurs de production, le capital et le travail. Le capital étant du travail accumulé, un stock de travail mort, comme on dit, et l'agriculture elle-même s'est industrialisée. Les pays industrialisés se sont enrichis rapidement, et par contraste, le reste du monde s'est appauvri. Et ces pays riches ont rivalisé dans la conquête du monde. À partir de 1975, le système technique contemporain émerge dans les pays les plus avancés. Il provoque une transformation de la fonction de coût qui est évidente. Dans la microélectronique, dans le logiciel, le coût de production se résume à un coût fixe de conception et d'investissement, de sorte que le capital, ou travail mort, est devenu le seul facteur de production. En 1975, voisinent donc des pays pauvres, essentiellement agricoles, et des pays riches où cohabitent le système technique moderne et le système technique contemporain informatisé. Le système technique moderne, mécanisé, devient tendanciellement obsolète, mais il peut trouver un regain de rentabilité dans les pays pauvres grâce au bas niveau des salaires qui y sont pratiqués. Une part de ces équipements est donc délocalisée vers certains pays pauvres qui, dès lors, deviennent ce qu'on appelle des pays émergents. Cependant, vers 2000, le système technique contemporain se complique dans les pays riches. La pression concurrentielle transforme en effet les produits en assemblage de biens pour lesquels le capital est le seul facteur de production et de services qui, eux, sont consommateurs de travail vivant. Vers 2005, et en simplifiant encore une fois à outrance, on peut dire que les pays émergents sont passés entièrement au système technique moderne, tandis que les pays riches se focalisent, eux, sur le système technique contemporain. Et dans l'avenir, si l'on est très optimiste, on prévoit que le monde entier sera également riche et également passé au système technique contemporain. Évidemment, c'est très optimiste puisque l'industrialisation avait elle-même comporté elle-même la promesse d'une telle égalisation qui ne s'est évidemment pas produite. Mais sortons maintenant du schématisme pour reposer les pieds dans la dure réalité. On a bien vu les machines textiles, les usines de montage automobile, les installations sidérurgiques déménager à la recherche d'un surcroît de rentabilité et les usines démantelées dans les pays avancés, poussées comme des champignons dans les pays émergents. Mais le phénomène ne s'est pas limité à ça. La crise de transition, déjà pénible, que connaissaient les pays avancés avec l'obsolescence des institutions qui s'étaient trop bien adaptées au système technique moderne, qu'il s'agisse de santé, d'enseignement, de justice, de droit du travail ou des entreprises elles-mêmes avec leur organisation, cette crise a donc été aggravée et accélérée par la suppression rapide des emplois dans l'industrie. Alors même que cette suppression était accélérée, le déploiement du système technique contemporain qui aurait pu créer de nouveaux emplois était ralenti, ainsi que la conception d'institutions qui lui conviennent, par le surcroît de durée de vie que la délocalisation a procuré à des techniques obsolètes. Dans les pays avancés, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont tourné le dos aux exigences du système technique contemporain. Nombreuses sont celles qui, ignorant les enjeux de l'informatisation, considèrent aujourd'hui encore l'informatique comme un centre de coût. Celles encore qui, croyant les services improductifs, rechignent à déployer ceux qui sont nécessaires à la qualité de leurs produits. Et celles, enfin,
qui, peu sensible à l'exigence de qualité qui caractérise le système technique contemporain, persévère sous prétexte de baisse de coûts dans la production massive de produits obéissant à un standard médiocre. Alors que, plus profondément, le système technique contemporain s'appuie sur l'alliage du cerveau humain et de l'automate, et que le cerveau ne peut être productif que si la personne qui le porte est considérée et écoutée, les entreprises ont cru devoir persévérer dans les méthodes et les formes d'organisation autoritaires qui avaient prévalu dans le système technique antérieur. Il en résulte que dans les pays avancés, le système technique contemporain est boiteux et qu'il est loin d'avoir porté ses fruits, alors même que ces pays l'ont inventé. Et tandis que ce système technique contemporain est potentiellement le système le plus efficace que l'humanité ait connu, il est mal utilisé. L'économie est donc en déséquilibre. Elle est aussi inefficace qu'elle ne l'a été dans les années 30. Les pays avancés, nous le voyons bien, n'ont pas le moral. Le chômage est élevé, l'obésité et la consommation de drogue sont épidémiques, le stress au travail est un mal répandu dont nous avons trop de témoignages. Symétriquement, les pays émergents ont la pêche. Leur économie croît rapidement en bénéficiant d'un effet de rattrapage, quand on va toujours plus vite quand on court pour rattraper le premier que quand on court devant. Leur société se transforme, non sans tension et brutalité d'ailleurs, mais elle est portée par la vague. Ils investissent massivement, et dans leur élan, ils enjambent l'étape dans laquelle on avait cru pouvoir les confiner. Certes, ils continuent à enfourner leur population rurale dans des usines à l'enseigne, mais ils exigent aussi des transferts de technologie pour maîtriser les techniques les plus récentes. Et enfin, ils se positionnent dans le système technique contemporain lui-même pour sortir de la logique de rattrapage et se positionner en avance, épaule contre épaule, à égalité avec les pays avancés, ou même devant eux. Au total, il faut avouer que les pays avancés offrent un spectacle peu flatteur. Alors qu'ils sont encore les plus riches, les voilà plaintifs et géniards. Ils prennent le risque de rater le passage au système technique contemporain, dont ils ne perçoivent d'ailleurs pas bien les exigences, alors même, encore une fois, que c'est eux qui l'ont inventé. Les pays émergents, eux, se lancent à l'assaut avec toute l'énergie que leur donne le désir de revanche, et ils sont en passe de doubler les pays avancés sur le terrain même du système technique contemporain. L'avenir est donc largement ouvert. Il appartient dès aujourd'hui à ceux qui savent voir lucidement les possibilités et les risques que présente le système technique contemporain et qui agiront en conséquence en investissant vigoureusement, en mettant en œuvre les services qui confortent la qualité du produit et en pratiquant envers leurs salariés, leurs fournisseurs et leurs clients le commerce de la considération qui est aujourd'hui nécessaire puisqu'on s'adresse à leur cerveau. Ainsi, le marketing change de nature et il prend ses lettres de noblesse. Il ne s'agit plus de mettre le pied dans la porte du client pour lui fourguer des produits standards, mais de connaître ses besoins, puis d'entretenir avec lui une relation au long cours.